Je suis très contente d'être avec vous, d'avoir un petit peu de voix, ce n'était pas le cas hier. Et donc moi je vais vous parler un peu des médicaments parce qu'effectivement il y a une vraie problématique actuellement en pédiatrie. Il y a une problématique chez les adultes, mais aussi une problématique chez les enfants, et donc ça nous semblait intéressant d'en reparler. Alors, à ce jour, j'espère ne pas en oublier, les choses qui sont faciles à prescrire dans les médicaments pour l'obésité, il y a 3 types de médicaments. Les analogues du GLP-1, l'acétmélanotide qui est un agoniste de MC4R mais qu'on va plutôt réserver aux maladies rares, et la leptine, dans le cas du déficit en leptine qui est encore plus rare que les autres maladies rares. Mais ce sont des médicaments qui sont disponibles actuellement dans les traitements. Dans les analogues du GLP-1, vous voyez qu'il y a 3 molécules, dont liraglutide, sémaglutide, tirzépatide. Ça, c'est chez l'adulte. Nous, actuellement, chez l'enfant, on a uniquement, en fait... alors pourquoi ça marche pas? Je le vois pas. Si voilà, on a tous, sauf le tirzépatide, puisque tirzépatide est à partir de 18 ans. Donc ça limite déjà le champ des possibles dans la prescription des médicaments pour la pédiatrie. Et donc je vais faire une petite revue rapide de ces différents médicaments. Je ne vais pas parler du déficit en leptine. Je ne vais pas m'empêcher de parler de la l'acétmélanotide parce que je l'aime bien ce médicament. Et je vais aussi vous parler des analogues du GLP-1. Alors l'acétmélanotide, juste c'est peut-être pour ceux qui pourraient être amenés à se poser la question pour certains patients qui ont des maladies rares. L'acétmélanotide, c'est un médicament très particulier qui va agir sur un récepteur qui s'appelle le récepteur de type 4 aux mélanocortines, qui est ici. Et certaines maladies peuvent être nettement améliorées par cette molécule qui va stimuler ce récepteur. Donc on a 3 indications en 2025 qui sont des déficits rares génétiques. On estime, enfin c'est moins de 1% à 2% des patients, donc ça reste très rare. Des déficits génétiques en récepteur leptine POMC, PCSK1. Le syndrome de Bardet-Biedl, qui est une obésité syndromique où maintenant on sait que ces patients ont une anomalie du récepteur MC4R, en tout cas de la voie MC4R, et donc ces patients sont des candidats au traitement par cette mélanotide. Mais ce que l'on connaît un peu mieux maintenant, il y a beaucoup plus de patients, ce sont les obésités lésionnelles, notamment des obésités développées après une chirurgie d'un craniopharyngiome par exemple. Donc ça concerne beaucoup plus de patients qui développent des obésités parfois juste après la chirurgie, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Et l'acétmélanotide est un médicament que l'on peut proposer dans les options thérapeutiques. Alors juste pour vous montrer un peu l'effet de ces médicaments, là c'est dans les essais bien sûr, randomisés ou pas, ou en tout cas sur des case reports, ça marche bien. Hein. Donc dans les déficits en génétique, vous voyez que c'est à partir de 6 ans, voire maintenant à partir de 2 ans, quand on fait le diagnostic très précoce, quand on a un résultat rapide, et où on voit en fait la perte de poids rapide de des patients. Dans le syndrome de Bardet-Biedl, pareil, une perte de poids et surtout des éléments maintenant qui nous que ces molécules améliorent la qualité de vie des patients, améliorent les complications métaboliques. Hein. Ce sont des patients qui font des diabètes de type 2 très tôt dans l'adolescence. Et puis, dans les obésités hypothalamiques, alors on n'a pas beaucoup de données puisque c'est des données qui sont assez récentes, mais en tout cas, une bonne réponse des patients avec des pertes de poids. Et c'est vrai que ça concerne de plus en plus de patients qui développent des obésités sévères et aussi chez l'adulte. Hein. Donc c'est ça qui est important. Alors comment on prescrit ces traitements? C'est très particulier en fait. C'est-à-dire que là, on est vraiment en dehors des prescriptions habituelles. Ce sont des médicaments dans les maladies rares malgré tout. Et donc ils sont uniquement accessibles dans le cadre d'un accès précoce. Et donc on doit valider les indications en RCP, c'est-à-dire en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et donc il faut se rapprocher en fait de votre CSO et possiblement du centre de référence maladies rares avec lequel vous travaillez. Donc je vous ai listé les 3 qui participent au RCP, soit le centre de référence maladies rares Prador, soit Hippo enfants et adultes, soit le centre de référence maladies rares Crescendo. Et donc on a tous régulièrement dans nos centres de référence des réunions au cours desquelles on présente les patients et on valide ou pas l'indication de ce médicament. Donc vous voyez, je vous ai mis ici, c'est assez, il faut aller se rapprocher finalement de ces patients, de ces centres de référence. Et vous voyez qu'actuellement, alors j'ai pas mis à jour là up to date
up-to-date à aujourd'hui, mais enfin, globalement, on a, vous voyez, presque à peu près 90 patients actuellement traités pour un syndrome de Bardet-Biedl, plus que 100 patients, hein, maintenant c'est 94, mais plus de 100 patients traités pour des obésités hypothalamiques lésionnelles, donc suite à une tumeur crânio-pharyngéome. Il y a même des patients qui sont traités qui ont des obésités dans le cas d'histiocytose qui sont traités. Vous voyez, donc c'est vraiment un champ beaucoup plus large dans les indications, et une vingtaine de patients qui ont des formes génétiques, donc ça reste l'indication la moins fréquente. Ce qui est important pour ces patients, et on insiste vraiment beaucoup dans le cadre de la prise en charge, et on m'a demandé en pratique comment ça se passe. En pratique, les indications, on les a. Mais en fait, on est tous très vigilants au cours des RCP pour parler du parcours de soins du patient. Parce que ces médicaments sont vraiment efficaces si le patient est déjà dans un parcours de soins accompagné en termes de prise en charge diététique, activité physique, parfois sociale, etc., avec une coordination. Je pense à un patient, par exemple, qui était traité dans une ville par un endocrinologue et dans une autre ville à 50 km par un nutritionniste. Bon, ça peut pas marcher en fait. Il faut vraiment regrouper les patients, avoir des référents et tous se parler ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et peut-être aussi éviter de débuter le traitement au moment de la transition où on ne sait pas très bien comment ça va se passer parce que ça peut être des périodes un peu difficiles. Donc, on insiste beaucoup là-dessus pendant les RCP. Il faut vraiment se dire qu'on présente ces patients quand c'est le bon moment et que toute cette coordination a été mise en place. D'autant plus, alors, pour essayer d'améliorer le parcours, on a développé au sein notamment de la PHP des livrets qu'on va distribuer aux patients pour vraiment les informer. Je vais vous montrer très rapidement des cas cliniques, mais c'est vrai que parfois le manque d'information avant la mise en route du traitement a possiblement été responsable d'un arrêt précoce du traitement. Et donc, c'est quand même une chance d'avoir ces médicaments et donc, faut pas, on va dire, rater cette chance et donc être dans les meilleures conditions possibles. Donc, moi, quand proposer cette mélanotide, c'est des réflexions personnelles, hein, donc on a le droit de ne pas être d'accord. Mais en tout cas, pour moi, c'est en cas d'obésité difficile à contrôler, avec une hyperphagie vraiment difficile à contrôler, puisque ce sont des enfants et des adultes qui ont des hyperphagies très sévères, malgré une prise en charge optimale. Et voyez, donc c'est l'échec de la prise en charge globale. On a bien exploré le comportement alimentaire parce que c'est une molécule qui va agir sur le comportement alimentaire, sur les sensations de faim. Donc il faut que le patient et les aidants aient bien une notion du comportement alimentaire de la personne pour voir l'évolution et un parcours de soins coordonné. Alors quelques situations. Là par exemple un patient de 5 ans, variant homozygote PCSK1, on a très envie de le traiter puisque vous voyez cette obésité très sévère et très précoce. On met en route le traitement et finalement, la famille n'est pas suffisamment prête. Même nous, je pense les médecins, on n'était pas suffisamment prêts. C'était au début de ces traitements. Et un échec, un arrêt rapide du traitement parce qu'on a estimé que l'effet était assez médiocre. Probablement que maintenant avec le recul, le traitement avait été proposé trop tôt, qu'il n'y avait pas vraiment de cadre alimentaire et donc c'était trop tôt. Je sais que maintenant ce patient a été retraité et que ça se passe beaucoup mieux. Mais parce qu'on a plus de recul. Autre situation, une situation de la collègue de Marseille, un syndrome de Bardet-Biedl traité, voyez donc avec l'efficacité, avec la perte de poids, hein, vous le voyez là. Mais en fait, la famille, ce que je ne vous l'ai pas dit, cette mélanotide, elle stimule un autre récepteur au niveau de la peau qui entraîne une hyperpigmentation. Donc c'est un effet constant quasiment. Donc là, les gens ont la peau qui fonce et donc pour certaines familles, cela peut être un frein en fait à la poursuite du traitement. Mes collègues adultes l'observent souvent et c'est vrai qu'en pédiatrie, ça peut être aussi un frein au traitement. Et là, dans cette famille, en fait, eh bien, alors que le traitement était efficace, en fait, l'hyperpigmentation, peut-être la famille n'avait pas été suffisamment informée, ne s'était pas rendu compte, eh bien, la famille a souhaité arrêter le traitement. Autre situation, et après je m'en arrêterai là, un patient suivi pour un syndrome de Bardet-Biedl, et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils font quoi ? C'est une obésité, vous voyez, qui évolue depuis longtemps avec une stabilisation, mais en fait la famille n'était pas prête, c'est-à-dire que n'arrivaient pas à sous-estimer le comportement alimentaire de leur jeune, ne se sentaient pas en difficulté. Il a fallu attendre, en fait, prendre son temps. Alors, il est toujours en obésité, mais il y a une stabilisation de la corpulence. Mais finalement, à 17 ans, il est prêt
Et c'est lui qui réclame le train parce que l'hyperphagie devient vraiment un problème qui impacte sur la qualité de vie. Donc vous voyez, je vous ai parlé de la pigmentation, du poids, de la qualité de vie. C'est vraiment des éléments à reprendre. Et je pense que ce médicament très particulier doit être indiqué vraiment quand on sent qu'on s'en sort plus et qu'il y a un impact négatif, que ce soit l'hyperphagie, la qualité de vie, etc. Alors, bon, ça, ce sont des maladies rares, mais ça nous fait beaucoup parler, ça nous fait tous beaucoup parler. Faire attention au temps, Jean-Claude, parce que moi, je parle beaucoup. Maintenant, on va parler des analogues du GLP-1. Oui, non, mais tu as raison. Il faut. Les analogues du GLP-1, parce que ça, c'est quelque chose qui nous concerne un peu plus. Avec la prescription, ça bouge beaucoup. Et donc, certains analogues du GLP-1 peuvent être indiqués effectivement en pédiatrie, mais uniquement liraglutide, sémaglutide pour les mineurs. Alors, je vous montre cette étude parce qu'elle vient juste de sortir. C'est quand même assez intéressant. C'est une méta-analyse là qui est sortie. Alors, c'est uniquement chez l'adulte. Et on voit, je suis sûre que mes collègues adultes l'ont déjà lu et décortiqué. Mais en tout cas, on voit quand même que sur les analogues du GLP-1 et sur les différents traitements pour l'obésité, c'est vrai que sémaglutide, tirzépatide sont les deux molécules qui semblent actuellement, dans les données actuelles de la littérature, les plus efficaces chez l'adulte et dans les essais randomisés. Et donc, il y a des discussions sur quel phénotype finalement traiter les patients. Nous, on n'en est pas du tout là en pédiatrie. On est surtout sur les pertes de poids. La première molécule qu'on peut éventuellement discuter, c'est le liraglutide. Alors, c'était jusqu'à partir de 12 ans. Et puis là, récemment, ça a été étendu de 6 ans à 12 ans suite à un essai dans le New England qui a montré l'efficacité à partir de 6 ans de ces molécules dans un essai sur 52 semaines. Là, je vous montre la première étude. Ça repose là-dessus, cette autorisation. Donc, effectivement, dans les essais, là, c'était les 12 à 18 ans, il y a une perte de poids et une reprise de poids à l'arrêt du traitement. Bon, ça, c'est classique, il n'y a pas de choses particulières. Le problème, actuellement, ce sont les effets secondaires qui sont identiques à ceux observés chez l'adulte et le non-remboursement, qui sont le problème chez l'enfant. Là, vous voyez, là, c'est l'étude chez les tout-petits, moins de 6 à 12 ans. Vous voyez effectivement des pertes de poids qui sont identiques avec des répondeurs différents. Alors, les effets secondaires, ils sont là. Donc, c'est un frein, en fait, pour nous aussi au niveau de la pédiatrie, puisque les effets secondaires des analogues du GLP-1 existent aussi en pédiatrie et qu'il n'y a pas de remboursement actuellement du liraglutide. Je vais vous parler du sémaglutide, c'est le même problème. Et puis, c'est une injection sous-cutanée quotidienne. Donc, certains enfants ont un petit peu de mal. Et puis, il faut sûrement préparer aussi les enfants. Et puis, on commence à arriver avec des données quand même. On voit bien que les réponses sont différentes, notamment le métabolisme glucidique peut avoir un impact sur l'effet du liraglutide. Ça a été montré là, c'est moins efficace en cas d'hyperglycémie. Et puis, on voit que certains enfants vont répondre, parfois sont des très bons répondeurs, d'autres qui sont des moins bons répondeurs. Très rapidement, on le sait, vous voyez, au bout de 16 semaines. Et ça me fait le lien avec ce qui a été récemment décrit chez l'adulte, où des fois, en fonction du background génétique, les réponses aux analogues du GLP-1 sont différentes. Donc, on a sûrement ce type de profil aussi chez les enfants. Donc, c'est pas si simple. Alors, le sémaglutide, voilà les indications. Alors là, c'est complètement flou pour la pédiatrie. Donc, l'EMA, c'est autorisé à partir de 12 ans. Les premières recours-HAS, les enfants n'apparaissent pas, donc on ne sait pas. C'est à partir de 18 ans. Donc, il y a une espèce de flou artistique dans lequel on sait tous... voilà, on s'est dit, nous, on peut y aller, parce qu'il n'y a pas de problème. Et donc, en juin 2015, tout médecin peut prescrire selon l'AMM, mais si vous regardez, on ne parle quasiment pas des enfants. C'est surtout à partir de 18 ans. Malgré tout, un peu plus clairement à l'été, c'était noté, enfants de plus de 18 ans ayant une obésité ou un poids... que 12 ans, pardon, merci, vous suivez, il y a au moins une personne qui suit, et un poids corporel supérieur à 60. Donc, c'est possible. Ça repose sur ces études, donc que vous connaissez bien, des études multicentriques, effectivement, ça marche bien, il y a une perte de poids avec le Wegovy. Les effets secondaires, c'est la même chose, vous voyez, donc il y a des effets secondaires importants, rien de très exceptionnel. Et puis, il y a quand même besoin de bien prescrire ces traitements, et donc, je vais aller dans le sens, je pense, que disent les adultes, parce que cette molécule, en fait, on a des patients maintenant qui arrivent, je veux le médicament pour l'obésité.
On l'entend, on ne peut pas dire non puisque c'est possible à partir de 12 ans, notamment pour le Wegovy, et même si ça n'est pas remboursé, certaines familles sont d'accord pour assurer ce coût financier, mais il faut vraiment qu'il y ait une prise en charge globale. Et ça a bien été aussi mis dans ce papier-là, où il faut vraiment une prise en charge globale des patients, et il faut vraiment que ce soit dans un parcours de soins particulier, encore plus chez l'enfant, où il y a eu un échec dans l'adolescent, une prise en charge, un chèque des prises en charge, qu'il y a aussi un peu d'introspection possible sur le comportement alimentaire et d'essayer de vraiment prendre dans la globalité. Alors je vous montre aussi deux, trois, ça marche, je vais très vite, vous voyez la perte de poids rapide, c'est un crânio-pharyngiome, donc ça aussi ça peut marcher. Cette mélanotide ou analogue du GLP-1 sont deux molécules qui peuvent être utilisées dans les obésités lésionnelles, donc ça ouvre quand même les possibilités de prise en charge dans ces formes rares. Et je vous montre juste un autre patient que je suis qui a un variant génétique aussi, qui est sous... il n'y avait pas d'accès pour cette mélanotide, qui est sous analogue du GLP-1, et c'est vrai qu'il répond très très bien, alors qu'il a un variant génétique impliqué dans la voie leptine mélanocortine. Et puis, quand on écoute les patients, c'est vrai que ça marche bien. Je garde le plaisir de manger. Voilà. Les patients, quand ça marche, ils ne veulent pas arrêter le traitement. Donc, pour conclure, et j'en ai fini, pour moi, en fait, ces médicaments, il faut vraiment que ce soit dans un parcours de soins. On réfléchit beaucoup à ça dans le service. On n'est pas des pros, des va-t-en-guerre sur les médicaments, mais je pense qu'il faut vraiment, quand les familles, il y a une demande, écouter cette demande, évaluer, le proposer avec différents temps. C'est Catherine Terraz, dans le service, avec notre docteur junior qui avait pensé à ce protocole. Avec, vous voyez, la première chose, le parcours de soins, bien dévoiler le comportement alimentaire. C'est mon dada. C'est hyper important de faire parler les gens de leur comportement alimentaire, parce que ces médicaments vont agir sur le comportement alimentaire. J'ai fini. Les effets secondaires, les objectifs, dernière diapo, l'impact, la perte de poids, les effets secondaires. Attention, on a des enfants qui répondent très bien, avec des pertes de poids ultra rapides. Il faut se poser la question de dénutrition quand même. On est chez des enfants et il faut savoir arrêter, voire diminuer. Et j'en ai terminé. C'est une prise en charge globale. Et vous voyez que les médicaments, c'est juste là. Donc, c'est pas non plus la solution à tout, mais il ne faut pas s'empêcher d'y penser quand la famille est motivée. Voilà. Merci. Béatrice. Voilà.